Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'économie sur Sika. Tout de suite, voici le sommaire. En Somalie, la fermeture du service de transfert de fonds provoque de graves conséquences sur l'économie. Des pays africains sont mouillés dans le vaste réseau de fraude fiscale du HSBC, révélé par l'enquête du Swiss Leaks. La zone euro a tenu hier une réunion extraordinaire à Bruxelles qui a constaté son total désaccord avec Athènes. À l'instant, les principaux titres à développer dans ce journal de l'économie. La Somalie a affirmé dimanche qu'elle cherchait activement à empêcher la fermeture du principal service de transfert de fonds en provenance des États-Unis. Le gouvernement somalien redoute en effet des conséquences astronomiques sur son économie, déjà dévastée par des années de guerre civile. Les détails. La banque américaine Merchant Bank de Californie a fermé vendredi dernier ses services aux compagnies somaliennes de transfert de fonds, compromettant 80% des fonds envoyés du territoire américain vers le pays, soit par an environ 200 millions de dollars. Dans un pays privé de système bancaire formel, de nombreux Somaliens dépendent de services de transfert d'argent qui permettent à la diaspora d'envoyer au pays environ 1 milliard d'euros au total chaque année. Ces transferts doivent cependant être associés à des banques étrangères. Or, ces dernières années, les banques internationales ont dû durcir leurs règles de fonctionnement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement de groupes accusés de terrorisme. Ces banques craignent que les complexes services proposés aux entreprises somaliennes ne soient plus compatibles avec ces nouvelles règles. La fermeture des paiements nous ont choqués et cela a causé des difficultés dans le pays parce que les Somaliens à l'intérieur du pays dépendent de leurs proches à l'étranger. Certaines familles ont gravement été touchées par cette action et ne peuvent plus acheter de la nourriture et des vêtements. Nous avions l'habitude de recevoir des versements mensuels des États-Unis pour payer les frais scolaires de nos enfants et acheter de la nourriture. Mais ce mois-ci, nous n'avons pas reçu d'argent. Nous souhaitons que les États-Unis et le gouvernement coopèrent pour trouver une solution. L'ONG ADESO, une ONG d'aide humanitaire, avait averti jeudi qu'une fermeture des services de transfert aurait des effets dévastateurs sur l'économie somalienne. La décision de la banque californienne est d'autant plus malvenue que quelques 750 000 Somaliens sont actuellement en situation de grave insécurité alimentaire. Privés de réelle autorité centrale depuis la chute du président Siad Barre en 1991 et en proie à l'insurrection des islamistes Shebab, la Somalie ne dispose d'aucun système bancaire formel. La filiale suisse de la banque britannique HSBC ont suspecté d'avoir mis en place un vaste système international de fraude fiscale. Des pays africains sont également mouillés dans ce système. Parmi les 10 premiers pays du continent associés à ces comptes, on retrouve quelques-unes des plus importantes économies africaines telles que l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie et la Libye. Dans ce top 10, on retrouve également des pays pauvres du continent tels que l'Érythrée, les Seychelles et le Libéria. Les sommes associées aux 10 premiers pays affectés par la fuite de capitaux révélée par Swiss Leaks atteignent 10,9 milliards de dollars, soit 82,5% du total des montants liés aux pays africains. Le Cameroun va émettre un eurobond de 1,5 milliard de dollars, soit environ 750 milliards de francs CFA. Cette première incursion sur les marchés internationaux pourrait être bouclée avant la fin du premier trimestre de 2015. Les ressources mobilisées via l'emprunt international vont notamment financer la construction de 2 axes routiers de désenclavement dans chaque région, la création de 120 000 hectares de périmètres hydro-agricoles et l'aménagement d'ouvrages de retenue d'eau dans les 3 régions du nord du pays. Cet emprunt international, il faut le préciser, intervient dans une conjoncture difficile pour ce pays, producteur de pétrole. En effet, l'or noir, qui représente entre 20 et 30% des recettes fiscales au Cameroun, a vu ses cours chuter de plus de 50% depuis juin 2014.
La zone euro a tenu hier une réunion extraordinaire à Bruxelles, réunion à l'issue de laquelle elle a constaté son total désaccord avec Athènes qui veut tourner la page de l'austérité et alléger sa dette. Les deux parties s'accordent à reconnaître que cette réunion a été un échec. Les images. Plus de 6 heures de discussion et pas la moindre avancée. La réunion extraordinaire de la zone euro, qui avait pour but de rapprocher les points de vue, a fini mercredi dans l'impasse au point qu'aucun communiqué n'a été publié à l'issue de la rencontre. Un fait plutôt rare, signe des tensions considérables entre la Grèce et ses créanciers au sein de la zone euro. Athènes n'aurait pas présenté de propositions détaillées ni d'ébauche de programme pour assurer son financement à court terme. L'Eurogroupe n'avait pas pour but de résoudre quoi que ce soit. J'étais invité parce que je suis le petit nouveau. On m'a donné une opportunité merveilleuse et j'ai été accueilli chaleureusement pour présenter notre point de vue, nos analyses, nos propositions sur la substance et sur la feuille de route en vue d'obtenir un nouvel accord avec l'Europe pour que la Grèce ne fasse plus la une des journaux, qu'elle ne soit plus au centre des discussions de l'Eurogroupe. Le nouvel accord tant attendu n'a pas été signé mercredi. Les ministres des Finances de la zone euro se sont plutôt donné rendez-vous lundi prochain à Bruxelles pour poursuivre les discussions. La Grèce espère pour sa part obtenir enfin une prolongation du mémorandum de 2010 basé sur l'octroi de 240 milliards d'euros de prêts en échange d'une austérité drastique et d'une longue liste de réformes. En Thaïlande, le niveau record de dette des ménages est l'un des points noirs d'une économie en difficulté et qui montre peu de signes d'amélioration malgré les promesses de la junte au pouvoir. Contracter de nouveaux prêts pour payer les plus anciens est la nouvelle trouvaille des foyers surendettés pour survivre. Reportage. Dans cette banlieue de Bangkok, loin des gratte-ciel du centre-ville, Noon vit des temps difficiles. Aujourd'hui, son salaire d'ouvrier n'est plus suffisant pour payer ses dettes. Comme beaucoup de familles pauvres de classe moyenne, il a accumulé des prêts auprès des banques, mais aussi sur le marché noir de la dette, à des taux exorbitants. Aujourd'hui, nous devons réduire toutes nos dépenses. Nous avions l'habitude de manger ce que nous voulions, mais maintenant nous devons tout réduire parce que nous avons beaucoup de dettes et nous avons plus de dépenses que de revenus. La situation économique de la Thaïlande, déjà peu florissante avant le coup d'État de l'année dernière, semble avoir du mal à se remettre d'une crise politique qui a refroidi touristes et investisseurs étrangers. Et l'endettement des ménages est l'un des principaux défis pour la junte militaire désormais au pouvoir. Ces 2 dernières années, la situation a été très dure à cause de la dépression économique. Les gens des classes inférieures, comme les vendeurs ou les ouvriers, ne pouvaient pas gagner d'argent facilement et leur revenu n'est plus suffisant pour couvrir les dépenses. Jamais les ménages thaïlandais n'ont été aussi endettés qu'aujourd'hui et ce taux est l'un des plus élevés de la région, avec une économie qui stagne. Et les conséquences ne sont pas seulement financières. La situation de l'endettement est de pire en pire, ce qui entraîne de plus en plus de problèmes familiaux et de divorces. Dans ce contexte, le dernier recours pour les familles déjà surendettées est souvent le mont-de-piété. Bijoux, électroménagers, ordinateurs, les boutiques de prêt sur gage, qui appartiennent souvent à l'État, ne désemplissent pas. Place à présent à l'invité du jour. Nous retrouvons Soléat Duro-Pendo du cabinet FMIS basé à Cotonou au Bénin. Soléat, bonjour. Bonjour monsieur. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes analyste financier et vous êtes là aujourd'hui pour mieux nous éclaircir sur la notion de cotation. Alors, parlez-nous de la cotation. Qu'est-ce que c'est? La cotation, c'est la fixation du prix d'un bien en réponse à une demande sur le marché. C'est la fixation de la valeur d'un bien ou d'un instrument financier à un moment donné sur le marché organisé ou sur un marché de gré à gré. Et il faut dire que pour trader efficacement sur le marché boursier, d'abord j'explique trader. Trader, ça vient de trader qui veut dire commerçant. Donc toute personne qui désire faire du commerce sur le marché boursier, que ce soit sur les devises, que ce soit sur les actions, que ce soit du forex, etc. Toute personne qui désire trader sur le marché boursier doit d'abord en connaître les règles de base et le fonctionnement. Et il est encore plus important pour tout bon investisseur sur le marché boursier
de connaître les systèmes de cotation qui existent sur ce marché-là. Alors, quels sont les différents types de cotations que nous avons? Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'en 1987, ce sont les acheteurs et les vendeurs qui se rassemblaient sur les grandes places boursières afin d'échanger les différents titres. Et aujourd'hui, le système a été informatisé et ce sont de puissants ordinateurs qui enregistrent les ordres d'achat et de vente et qui centralisent l'information afin de la distribuer partout dans le monde entier au même moment. Et nous avons la cotation continue, nous avons deux types de cotation. Nous avons la cotation en continu et la cotation fixing. La cotation en continu, d'abord, on avait dit tout à l'heure, la cotation, c'est la fixation du prix d'un bien sur le marché. Et quand on entend continu, c'est-à-dire il y a une continuité. Et la continuité, déjà, c'est au niveau de la variation du prix. La fixation du prix sur le marché est faite de façon variée. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps une confrontation entre une offre et une demande. Et c'est ainsi tout au long de la séance, c'est-à-dire de l'ouverture jusqu'à la clôture. Et c'est pour ça qu'on parle de cotation en continu, ou soit cotation assistée en continu, CAC. Et il faut dire que ce sont les titres qui ont une très grande fluidité qui sont cotés en continu. La cotation fixing ou cotation fixage, là, dans ce cas, ce sont les titres qui ont une fluidité assez faible. Et là, on choisit une heure dans la journée et c'est à cette heure-là qu'on fixe le prix. On attend suffisamment d'offres et de demandes et d'essayer de faire la moyenne afin de fixer le prix auquel il faut acheter ou vendre. Donc dans ce cas, on parle de cotation fixing ou cotation au fixage. Alors dites-nous par quel mécanisme ces différentes cotations arrivent à influencer le marché boursier? Si vous le constatez comme moi tout à l'heure, on remarque que ces deux types de cotations-là sont d'abord différents. Ces deux types de cotations-là sont différents par rapport déjà au titre, à la fluidité des titres qui sont cotés. Et donc, je suppose, si vous êtes un investisseur, quelqu'un qui désire investir à long terme, je vous conseille la cotation fixing. Et vous avez la possibilité d'acheter des actions et d'attendre un certain moment avant de pouvoir passer des ordres de vente ou d'achat. Mais la cotation en continu, là, c'est le daily trading, c'est-à-dire journalièrement, vous effectuez des opérations de vente sur le marché boursier, c'est-à-dire vous êtes présent constamment sur le marché boursier journalièrement, de l'ouverture jusqu'à la clôture. Alors, merci Soléat, mais vous restez avec nous pour présenter quelques tendances du marché boursier, et ce sera tout juste après ceci. Alors Soléat, aujourd'hui nous allons parler du Tunindes, la bourse de la Tunisie, et du CAC 40, la bourse française. Oui, tout à fait. Le Tunindes aujourd'hui à moins 0,05% avec une valeur de 5330,78. Et cette baisse-là est soutenue par la performance négative de Cellcom, moins 2,87%. Et il faut dire que Cellcom est une société qui opère dans le domaine de la téléphonie et c'est un partenaire de taille de Tunisie Télécom. Nous avons aussi la performance négative de El Wifaq Leasing, moins 2,92%, et c'est une entreprise qui opère dans le secteur financier. Parlons du CAC 40 à présent. 4684,90 avec une variation de plus 0,12%. Et il faut dire que malgré cette hausse, les bourses européennes ont quand même ouvert sur une note indécise. Et pour une séance d'avalanche de résultats trimestriels, déjà au niveau de Total à Paris, nous avons une perte de 0,4%. À Londres, Rio Tinto gagne 2% et le Crédit Suisse s'envole de plus 5%. Alors, merci Soléat pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS basé à Cotonou, au Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis.